Aujourd'hui, moi, je vais vous parler de l'océan Indien dans les discours touristiques. Donc, on peut faire un petit parallèle quand même avec la présentation de M. Folliot tout à l'heure. Donc, il y a quelques thématiques qui reviennent également dans mon sujet. Donc, déjà en 2002, Françoise Vergès affirme, et je cite, que de nombreux centres et bourses de recherche avec l'océan Indien comme objet d'étude ont été créés ces dernières années par les universités américaines et australiennes. La Réunion pourrait occuper une place d'avant-garde dans la recherche du monde indiano-océanique. Mais cependant, à notre connaissance, aucune étude pour le moment en sciences du langage n'a cherché à connaître la place de la Réunion et des autres îles de l'océan Indien dans les discours touristiques. Deuxième. Donc aujourd'hui, pour ce séminaire, je vais essayer de répondre à différentes questions autour de cette thématique. Nous nous interrogerons dans un premier temps sur la mise en tourisme des îles de l'océan Indien, par exemple avec des questions comme comment les acteurs du tourisme, et notamment les guides touristiques, mettent-ils en valeur chaque île de l'océan Indien? Quelles sont les particularités de ces îles et finalement, comment s'opère la promotion touristique dans l'océan Indien? Diapo suivante. Ensuite, je parlerai du rapport entre ces îles et l'Hexagone. Comment les promoteurs cristallisent-ils une représentation différente de la norme? Quels sont les moyens mobilisés pour faire de ces territoires des régions exotiques? Et enfin, en troisième partie, je reviendrai sur la question des représentations des populations insulaires. Donc, comment sont-elles décrites et à quel moment les guides évoquent-ils les populations locales? Pour répondre à ces questions, nous nous intéresserons donc à 5 îles de l'océan Indien, françaises ou non, afin de comprendre comment s'articulent les discours relatifs à la Réunion, Maurice, les Seychelles, Mayotte et les Maldives. Donc, là, on a la composition du corpus pour cette communication-ci. Notre corpus sera donc composé de différents guides touristiques francophones afin de pouvoir confronter et comparer les discours, donc notamment le Petit Futé, le Géoguide et le Lonely Planet. Donc, notre communication se propose de dresser un état des lieux de l'interprétation de l'océan Indien par les promoteurs touristiques. La question centrale de cette première partie est donc de s'interroger sur l'existence d'un discours relatif à l'insularité dans le cadre de la communication touristique. Pour y répondre, mon travail s'inscrit dans une démarche descriptive et analytiques telles qu'elles sont définies notamment par Dominique Pinguenot et Ruth Amonsi. Donc, les guides touristiques sont souvent étudiés dans les domaines de la géographie ou des sciences de l'information et communication. Philippe Vialon et Dounia Gaham ont par exemple analysé les guides touristiques sur la Suisse dans leur article intitulé « Territoire, culture et représentation, une approche communicationnelle des guides touristiques sur la Suisse ». Dans cet article, les auteurs analysent ce qu'ils nomment les généralités, c'est-à-dire les thématiques présentes en début ou en fin d'ouvrage qui donnent au lecteur des informations sur une destination donnée. C'est pas ça tout de suite. Donc pour notre étude, l'analyse et la comparaison de 5 thématiques nous ont paru intéressantes. La population, la gastronomie, la langue, l'histoire et la situation économique. Ces thématiques sont toutes présentes au sein des ouvrages de notre corpus et elles sont l'occasion pour les auteurs de distiller des réalia, c'est-à-dire des termes ou des expressions spécifiques à une culture. Selon Valérie Azotti, les définitions des réalia contribuent au phénomène d'anisomorphisme que connaissent ces noms communs. En effet, la traduction littérale des réalia n'est pas possible. Les dictionnaires, ou ici les guides touristiques, utilisent la synonymie ou le processus d'association afin de rendre compte de leur réalité pour le public cible.
Les réalia relèvent d'un écart référentiel et non linguistique. Donc là, par exemple, vous avez un graphique qui représente le nombre de réalia au sein des parties destinées à la gastronomie locale dans chacun des guides touristiques. Et sur la diapo suivante, on a quelques exemples donc, de réalia qu'on trouve dans chacun des guides. On constate également que les réalia sont les plus nombreux dans les parties sur la gastronomie. Comme le montre ce graphique, on voit que 47% des réalia s'inscrivent dans la thématique de l'alimentation locale. La présence de ces termes dans les guides transcrivent une réalité locale partagée par de nombreuses régions, la diglossie. Selon Mylène Le Bon-Eken, au niveau sociolinguistique, l'île a longtemps été décrite comme en situation diglossique selon l'acceptation de Charles Ferguson. Charles Ferguson, lui, définit la diglossie comme étant une configuration dans laquelle deux variétés, l'une haute et l'une basse, de la même langue sont en usage dans une société avec des fonctions socioculturelles différentes mais complémentaires. La massification des réalia dans les guides sur les îles françaises ou non de l'océan Indien montre bien cette réalité. Le créole réunionnais, par exemple, est régulièrement représenté dans les guides touristiques comme une langue amusante, très imagée et qui est réservée à un usage privé. Dans l'ensemble des guides de notre corpus, la langue créole est utilisée dans le cadre de la recherche de l'insolite ou de l'exotisme. C'est un argument utilisé afin de promouvoir l'océan Indien. Une autre façon de promouvoir les îles est de faire appel au sens du lecteur. Les guides évoquent régulièrement, par exemple, les couleurs, les odeurs, les goûts ou encore la musicalité que ces îles ont à offrir. Le Lonely Planet, par exemple, évoque notamment les douceurs pour parler des mets sucrés réunionnais ou parle de la gastronomie en ces termes, je cite, « coloré, épicé, pimenté, la cuisine réunionnaise fait s'agiter les papilles ». Le Petit Futé évoque également les marchés colorés, tandis que le géoguide rappelle que les épices viennent relever les saveurs. Il s'agit donc bien d'une expérience plurisensorielle, décrite dans chacun des ouvrages par les couleurs, les odeurs et les saveurs. D'ailleurs, chaque terme de la liste des 40 mots-clés de la réunion proposée par le Petit Futé est lié soit aux affects, soit au sens du lecteur. Par exemple, le terme parfum se définit par « on découvre des senteurs, une atmosphère, des émotions ». Ici, les sens et les affects du lecteur sont bel et bien mobilisés. À cela s'ajoutent des descriptions typifiantes, définies par Christian Germanaz comme étant des mots de la géographie, qui sont aussi des invitations au paysage exotique. Donc, on en a quelques exemples ici. On constate forcément une plus forte récurrence des termes île et océan que l'on retrouve dans tous les guides sur les îles de l'océan Indien. Et finalement, on pourrait se demander quels sont les premiers mots utilisés par les guides dans leur introduction pour parler des îles. Donc ici, j'ai essayé de résumer brièvement les similitudes entre les discours de 4 îles au sein des pages d'introduction du Petit Futé. Et nous pouvons donc remarquer une régularité discursive de l'insularité. Donc voilà, par exemple, sur la première ligne, vous avez tout ce qui est trait au soleil ou à la chaleur. Et on retrouve exactement le même schéma dans toutes les introductions de tous les ouvrages touristiques. Du coup, nous pouvons nous demander ce que signifient ces similitudes. Une particularité chez le Petit Futé que je n'ai pas mentionné jusqu'à maintenant est le fait que toutes ces îles sont catégorisées dans la collection Country Guide aux côtés de contrées lointaines comme l'Andalousie, le Pérou ou encore ou d'autres pays qui n'ont absolument rien à voir avec la France. Et elles sont donc volontairement éloignées du monde occidental. La fameuse norme pour ces guides est ce qu'ils nomment la métropole. Beaucoup de comparaisons avec la France hexagonale apparaissent dans les généralités des guides. Dans la partie économie, notamment du Petit Futé sur la Réunion,
Nous pouvons compter 3 données sur 7 qui sont comparées à celles de la France hexagonale. Il s'agit de la densité, du taux de fécondité et du taux d'illettrisme. Pour Mayotte, nous trouvons en tout, dans l'introduction du guide, 25 comparaisons à la métropole. Ces comparaisons donnent déjà une première représentation du territoire au lecteur. Le problème vient d'abord par le biais des définitions du terme métropole. Donc, premièrement, la première définition qui nous est proposée par le Larousse est l'État considéré par rapport à ses colonies, à ses territoires extérieurs. La deuxième définition est, chez les Grecs, cité-mère par opposition aux colonies qu'elles fondaient. D'après Linda Bocris et Emmanuel Pével, l'espace urbain, l'architecture, le patrimoine, la culture, qui sont autant d'objets saisis par les études touristiques, ont été traversés par des rapports de pouvoir inscrits dans une généalogie coloniale et sont sans cesse reconfigurés dans le temps présent. On retrouve des travaux francophones ne se réclamant pas directement de ces paradigmes, interrogeant les dispositifs touristiques coloniaux au sein de ces anciennes métropoles coloniales. Le rapport entre l'Hexagone et les îles semble donc faire penser toujours à un lien dominant-dominé. Le fait que ces guides soient créés par des personnes extérieures aux îles est un argument supplémentaire. L'île de la Réunion produit quelques contenus promotionnels par le biais de l'IRT, l'île de la Réunion Tourisme, mais on constate dans ces productions une hégémonie. C'est ce que Philippe Blanchet définit comme étant une coercition consentie qui n'est pas perçue comme une domination et qui est intégrée aux fonctionnements sociaux supposés normaux et acceptés par les acteurs sociaux, y compris ceux qui peuvent, d'un autre point de vue, en être considérés comme les victimes. Nous arrivons donc à la dernière partie de notre communication. Hormis le terme métropole, d'autres aspects des guides nous poussent à croire qu'une attitude post-coloniale existe au sein des ouvrages. Le clivage entre l'ici et l'ailleurs, l'identité de l'autre, sont autant de facteurs qui vont également dans ce sens. En effet, les discours touristiques se construisent aussi sur l'héritage des romans coloniaux. Karpana Marimoto évoque notamment, et je le cite, derrière le mythe de la belle créole se laisse appréhender une anthropologie du regard masculin, exote ou natif. Si la belle créole n'est dite que par les hommes, est-ce un indice que l'on n'est pas encore sorti du discours colonial, ce qui oblige à préciser les liens entre discours colonial et discours phallocrate. Donc d'un côté, nous avons cette belle créole qui est également perçue et décrite dans les guides touristiques. Son environnement est régulièrement mis en opposition avec le monde occidental. Par exemple, au sein du lexique du Petit Futé, les termes relatifs à la femme des îles, avec des réalia, viennent s'opposer aux termes référents à l'occidental. Par exemple, forcément aux oreilles pour les guides sur la Réunion ou Zungu pour ceux sur Mayotte. Pour en revenir aux femmes, de prime abord, les femmes des îles sont soumises à ce fameux regard masculin avec de nombreux termes référant à son physique ou à ses traits de caractère qui sont stéréotypés. Pour la Réunion, par exemple, on nous explique que beaucoup de métropolitains succombent au charme des tantines, coquettes et pétillantes de l'île. Ça, c'est une définition de tantine qu'on retrouve dans le Petit Futé. Cette définition illustre la pensée de Françoise Tazac, selon laquelle l'exotisme est lié à l'érotisme. Je le cite, « Tout comme un siècle plus tôt et dans un contexte hérité de la colonisation, se mêlent encore exotisme et érotisme. C'est en quelque sorte la réification des jeunes filles des îles qui est ainsi exposée. On y retrouve également une généralisation des femmes. Ici, par exemple, avec l'exemple que j'ai cité plus haut pour Tantine, on voit une généralisation des femmes réunionnaises avec coquettes et pétillantes, et puis l'article indéfini D dans D Tantine, qui vient également accentuer cet effet, donnant ainsi une impression de généralité. D'un autre côté, la femme des îles est la représentation aussi de la nourricière, avec les Mama Brochetti à Mayotte,
ou l'explication des petites habitudes ancestrales pour préparer le curry quotidien de la cuisinière réunionnaise. Entre objet de désir et femme nourricière, le statut de la femme des îles est donc différent de la femme de l'Hexagone. Donc, au terme de cette brève analyse, il apparaît qu'en plus d'être toutes présentées de la même façon, les îles de l'océan Indien sont soumises à la doxa dominante de l'Hexagone. En effet, ces discours qui tirent leur origine de la littérature ou du cinéma sont déjà imaginés d'une certaine façon par les Européens. Les guides concourent donc à cristalliser certaines représentations stéréotypées des îles et des populations de l'océan Indien. Merci pour votre attention.